It's not you, it's me. Salut les copains, salut les copines et bienvenue dans un presque nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, c'est un épisode rediffusion. C'est un épisode de la toute première saison, à l'époque où les podcasts étaient encore très homemade dans mon salon, par terre. Enfin, là, je vous dis ça et je suis par terre au moment où je dis ça. C'est un épisode avec Marion, ma meilleure amie depuis qu'on a 15 ans. C'est un épisode où je l'ai réécouté il y a pas si longtemps et ça m'a troublée à quel point les choses avaient à la fois beaucoup changé et pas changé depuis cette époque-là. C'est un de mes épisodes préférés, honnêtement. J'espère qu'il va vous plaire et on se retrouve très vite avec un nouvel épisode. Mon invité est déjà devant moi. Bisous, bisous. Aujourd'hui, c'est un épisode très spécial car je reçois Marion, ma meilleure amie depuis plus de 20 ans. D'ailleurs, notre amitié a débuté sur moi qui admire Marion de l'autre côté du train, qui parle de ses aventures sexuelles, amoureuses, sentimentales. Et à l'époque, je peux vous dire que dans mon regard de fille de 14 ans, j'étais impressionnée. Bonjour Marion, comment vas-tu ? Salut Lucie, je suis trop contente de faire enfin un épisode avec toi après avoir suivi l'aventure depuis le tout début et être ta plus grande fan, j'espère. Et les choses ont bien changé en 20 ans. Oui, les choses ont bien changé en 20 ans. Est-ce que toi, tu fais partie de la team des célibataires heureuses ou malheureuses ? Aujourd'hui, c'est une question que je me pose encore. J'ai envie de croire que je suis une célibataire heureuse. Le fait est que je suis bien avec moi-même. Peut-être qu'il manque quelque chose, mais j'essaye d'en tirer quand même le meilleur à l'instant T. Moi, je connais un petit peu tes histoires. Je sais que tu as eu ce que l'on appelle un désert sentimental et sexuel. On peut se le dire. On peut se le dire. Ce qui est drôle dans ton expérience, c'est que toi, tu as été quand même un peu la reine du sexe de la bande, hein, et il faut se le dire. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein, on peut se tromper à quelques mois près, mais tu as été célibataire durant 8 ans. C'est ça. Et tu n'as pas eu de rapport sexuel, de contact physique, et ça, je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire même de câlin, même de main dans la main, même le moindre contact physique durant un petit peu plus de 4 ans. C'est ça. Récemment, tu as rencontré quelqu'un, mais ça, nous y viendrons un petit peu plus tard. Comment tu as vécu ces 4 ans sans rapport, sans intimité physique ? Difficilement pendant un moment. Effectivement, moi de base j'étais plutôt la nana hyper ouverte, qui fait des expériences, qui a toujours un truc à raconter. À l'adolescence, j'ai fait l'éducation sexuelle de pas mal de copines, à l'épisode où Google était pas encore là, il y avait pas encore de compte Insta pour connaître un peu la sexualité, etc. J'ai sûrement dit un tas de conneries à l'époque. Je suis désolée pour ça. On a toutes grandi. Cette phase sans aucune sexualité, elle est arrivée en fait à un moment où j'étais sur les apps de dating. J'ai eu plusieurs fois d'affilée des plans cul qui se sont pas bien passés du tout, où je me suis vraiment sentie utilisée, où vraiment j'étais vraiment une poupée gonflable vivante, quoi. C'est tout. Ouais. Et autant j'adore baiser, quoi. Enfin, faut se le dire, j'aime toujours ça parce que j'y ai pensé avec cette phase. Est-ce que je suis pas aussi un peu asexuelle ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Est-ce que je m'obligeais, quoi que ce soit ? Non, j'aime vraiment ça, mais j'aime pas me sentir comme ça en fait. Pour moi, le sexe, malgré tout, c'est un échange, c'est un minimum de respect, et là, j'avais plus du tout ça. Et au bout de 2 fois de suite, où vraiment le mec, il se lève, il a encore la goutte au bout du caleçon, et il se barre, je me suis dit, non, c'est bon, c'est fini. Et là-dessus, le Covid est arrivé. Toi, avant d'arriver à cette étape de ta vie où t'as commencé à plus avoir de relations sexuelles et tout, est-ce que t'as eu des relations sentimentales que tu considères épanouissantes ou intéressantes, ou en tout cas qui ont apporté quelque chose ? C'est une question que je me suis beaucoup posée, ça aussi. Honnêtement, pas tellement. J'ai surtout eu l'impression de perdre du temps dans ces relations. Après, moi, ça a été un rapport assez compliqué où j'ai toujours eu l'impression que j'étais celle qui voulait entrer en relation, construire une relation, qui entretenait la relation. Donc, c'était assez frustrant. Et ça s'est pas bien terminé. Je suis restée pote avec aucun ex. Et le seul qui m'a laissé un bon souvenir, c'était un Italien qui était en Erasmus. Voilà, où c'était vraiment un CDD, mais du coup, c'était pas la même chose. Et je me suis toujours trouvée, au final, assez seule dans ces relations. Et j'en tire, même avec du recul, donc c'est-à-dire il y a plus la colère, il y a plus la déception, très peu de nostalgie. Très peu de « ah, quand même, c'était bien », ou de me dire « si j'avais fait un effort, ma vie serait différente parce que je serais encore avec un tel et un tel ». Pas du tout.
Ouais, c'est vrai que moi, bon, du coup, les auditeurs connaissent pas tes histoires encore. Moi, j'ai vu tes histoires et c'est vrai que je trouve que dès qu'on a été très jeune, c'est-à-dire que même à l'adolescence, et quand je dis l'adolescence, je situe ça dans les 16 ans, 17 ans, etc. Toi et moi, on avait quand même 2 vies sentimentales très différentes. J'ai l'impression qu'en effet, t'as pas eu la chance, et je pense que l'amour, c'est une question de chance, tu m'arrêtes si tu penses que j'ai tort, mais j'ai l'impression que toi, même plus jeune, t'as pas eu l'opportunité, la chance de te construire une vision de la vie sentimentale sereine et même positive. C'est-à-dire que même adolescente, moi je me rappelle, alors tu nous raconteras, mais je me rappelle que même le premier garçon avec qui t'as perdu, entre guillemets, ta virginité, on déteste ce tort, mais c'était déjà quelque chose quand même d'hyper problématique. Ouais, bah complètement. En fait, très simplement, il m'a largué 3 jours après. Voilà, sachant que c'est déjà même moi qui avais lancé cette idée, cette envie, etc. Et bon, après, c'était une relation qui était pas ouf dès le départ. On n'habitait pas dans la même ville. Et quand t'es adolescent dans les années 2000, c'est pas pareil qu'aujourd'hui. On se parlait sur MSN, quoi, hein, quand même pour situer, mais je pense pas que tout le monde aura la ref. Donc c'était déjà pas une relation hyper fun, que j'avais déjà moi un peu forcée entre guillemets. Cette relation sexuelle aussi, c'est moi qui avais lancé le mouvement. Et oui, je m'en souviens, comme souvent on se souvient de sa première fois, c'est-à-dire qu'en fait, ce fut très bref, hein, et que ensuite on a voulu regarder la télé, c'était le journal du hard, donc on s'est dit on va faire autre chose, et donc il m'a montré des vidéos de catch sur son ordinateur. Ou de MMA, je sais plus, quelque chose comme ça. J'ai envie de clams. Ouais, et je suis rentrée chez moi, et 3 jours après, il me larguait, et c'était une semaine juste après la Saint-Valentin. Yes! Ce qui est quand même intéressant à dire, c'est que ce garçon a quand même retenté de faire un revival dans ta vie quelques années après. Enfin, quelques années, plus de 10 ans après. Ouais, mais c'est peut-être moi aussi qui ai tenté, parce qu'effectivement, ce mec, je l'ai recroisé sur Adopte un mec. Et je me suis dit, vas-y, on tente. Et c'était toujours aussi nul. J'ai recouché avec pour l'expérience et c'était toujours aussi nul. Voilà. Si par exemple, tu devais définir l'amour, ce que t'attends de l'amour aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi pour toi l'amour? Alors c'est une très très vaste question, presque philosophique. J'attends un partage, quelque chose d'équitable quand même, parce qu'autant je sens que j'ai envie, que j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, mais moi avec les autres, je suis hyper dans le soin, hyper dans l'attention, hyper dans le truc comme ça, et c'est quelque chose que j'aime aussi. J'aime faire plaisir aux gens, j'aime supporter vraiment dans l'idée de porter plus loin, plus haut, etc. Et je pense que j'ai envie de ça. Je pense que j'ai un peu de mal à accepter ça aussi, hein. C'est construire quelque chose qui nous correspondent, c'est partager des délires, des voyages, des souvenirs, etc. C'est vraiment construire quelque chose main dans la main. Après, je tiens aussi beaucoup moi, à mon indépendance, je suis pas trop fusionnelle, etc. C'est quelque chose, que ce soit avec ma famille, mes amis, c'est pas moi. On peut se laisser nos espaces de liberté, on peut se faire découvrir des choses, on peut se faire découvrir nos passions les uns aux autres, aussi les vivre chacun de son côté, mais c'est surtout quelque chose, je pense, où on se protège l'un l'autre, on se porte l'un l'autre, on se fait rire l'un l'autre, et il y a quelque chose de grand, où ça grandit, où 1 + 1 fait pas 2, fait quelque chose encore en plus. Est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà vécu ça? Non, clairement pas. Je me suis, je pense, peut-être parfois, je me suis dit que c'était réel, que c'était en train d'arriver. Non, ça l'était pas. Donc après, je vais pas mentir, c'est pas quelque chose que je vois non plus dans toutes les relations de couple autour de moi, hein. C'est pour ça que je me dis pas pourquoi tout le monde sauf moi, pourquoi pas moi, etc. Je suis pas trop dans cette posture-là. C'est quelque chose, je pense, qui est très rare aujourd'hui. L'amour avec un grand A, ou je sais pas, peut-être l'amour sur lesquels on écrivait au Moyen-Âge, genre l'amour courtois, etc. Peut-être que ça existe plus, j'en sais rien. Peut-être que du coup, après toutes ces années, j'ai une version ultra idéalisée de l'amour. Mais non, j'ai jamais connu ça, même pendant ma tendre adolescence, où on peut se dire on est plein de rêves, on est plein de trucs comme ça. Non. C'est drôle que tu dises, ouais, j'ai idéalisé l'amour. Et attention, alors j'ai prévenu Marion que j'allais un petit peu la bousculer.
Mais c'est drôle que tu dises, ouais, j'ai idéalisé l'amour. Et toi, t'es quand même, je pense que c'est bien de le dire, mais on en parlera, t'es quand même quelqu'un de très militant, de très féministe. T'as des idées très arrêtées sur les relations hommes-femmes et sur ce qu'on peut attendre d'un homme. Et d'ailleurs, dans le regard que tu peux avoir sur les relations que moi, je vis, je tente, ou que nos amis tentent, t'as toujours quand même un regard assez dur. Parce que aussi, t'as besoin de protéger, on y revient à ce truc-là. Mais finalement, même en ayant ce regard assez dur sur ce qu'est le couple, quand on regarde tes relations de l'extérieur, parce que moi je les connais bien, tu vas quand même toujours vers des relations qui sont un petit peu à l'opposé de ce que tu idéalises. C'est-à-dire que c'est plutôt des relations qui vont être... moi je te le dis, parce que je l'ai vu de l'extérieur, c'était plutôt des relations abusives, où je trouve que les hommes ne t'ont pas respecté, où je trouve que les hommes ont énormément consommé ta gentillesse, ton attention, ton corps. Et ça, comment t'expliques que même quand on a des idées très arrêtées sur les choses, ça veut pas dire que c'est quelque chose de péjoratif, mais même quand on a une forte attente, finalement, et même récemment, on est en tout cas tué, attiré par des hommes qui finalement ne cochent pas toutes ces cases. Bah, complètement, mais je pense que parce qu'il y a les idées et puis il y a la réalité à laquelle on est confronté tous les jours. Et quand je dis que j'idéalise l'amour, pour moi en tout cas, c'est pas non plus quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Moi, être en couple, me marier ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose dont j'ai l'impression d'avoir besoin, c'est pas quelque chose que je cherche à atteindre de façon active ou même inactive dans ma vie. Mais effectivement, quand j'ai rencontré des mecs, des personnes, oui, j'ai rarement eu le coup de cœur pour un mec idéal. Bon, est-ce que j'en ai croisé déjà? Je ne sais pas, c'est une autre question. Je pense qu'il y avait ce truc-là, où aussi, à force de voir d'autres relations dans mon entourage, et je me dis, bon, quand même, bon, voilà, le mec, je le vois comme il est. Je le vois peut-être encore pire qu'il est, parce qu'effectivement, j'ai cette lentille, et statistiquement, les tâches ménagères, ok. Il y avait peut-être cette idée où je me disais, ok, il va quand même aussi falloir que je fasse des concessions si je veux que ça arrive. Et j'ai besoin de ça à cet instant T. En fait, soit c'est ça, soit c'est rien. Et je me dis, je tente. Je pense qu'il y a aussi certains moments où je ressens plus ce besoin d'avoir quelqu'un, d'être aimé, d'avoir quelque chose. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aussi, ça, et surtout aujourd'hui à notre âge, parce qu'on a presque le même âge, ça éloigne du quotidien des autres. Et je le sentais particulièrement quand justement j'étais célibataire depuis longtemps, j'avais pas eu de relation sexuelle depuis longtemps, et quand même beaucoup des discussions du quotidien, et ça peut être même au taf, ça peut être avec des inconnus en soirée, etc., qui vont parler autour de ça. Et moi j'ai toujours été cette personne qui a des anecdotes, trucs comme ça, et au bout d'un moment mon anecdote c'était moi ça fait 3 ans, 4 ans que j'ai pas ken. Les gens étaient là un peu gênés, un peu et donc c'est des discours qui commençaient tout juste à arriver, mais qui restent assez marginaux pour le moment. Et je pense que je me suis dit, soit je reste cette vieille fille façon de parler, on sait comment c'est, cette vieille fille qui s'assume, etc. Et voilà, c'est ça maintenant, c'est ma vie. Soit j'essaye malgré tout et je me dis, je laisse la porte ouverte. Après, c'est des questions aussi par rapport à moi, de me dire, est-ce que je suis encore capable d'aimer? Est-ce que des gens peuvent tomber amoureux de moi? C'est quelque chose dont je suis pas sûre aujourd'hui. T'as peur que personne puisse tomber amoureux de toi? Quand je fais le bilan, ça fait aussi 20 ans que j'ai commencé à avoir des histoires amoureuses. J'en suis pas si sûre. Je pense qu'il y a peut-être des mecs qui ont montré ou dit qu'ils étaient amoureux, mais est-ce qu'ils étaient vraiment amoureux de moi, ou de ce que je leur apportais, ou de ce que je leur renvoyais comme image? Parce que moi, je suis très supportrice, t'es le meilleur, t'es le plus beau, tu vas y arriver, etc. Donc, est-ce que c'est moi qu'on appréciait, ou est-ce que c'est ce que je leur offrais? Et ça aussi, c'est des questions aujourd'hui qui apparaissent. C'est est-ce que les hommes aiment vraiment les femmes? Mais moi, en tout cas, personnellement, est-ce qu'on m'a vraiment aimée? J'en suis pas sûre. Et à partir du moment où j'en suis pas sûre, je pense que c'est plutôt non. Ce que tu es en train de me dire me ramène énormément à l'épisode de Maïté. Parce que finalement, c'est exactement ça. À elle, il y avait beaucoup donc la notion du poids. Mais moi, je sais aussi que t'as une problématique aussi vis-à-vis de comment tu te perçois physiquement. Et ça joue. C'est inévitable. Et c'est vrai que Maïté avait ce discours-là de n'avoir jamais senti qu'elle avait été aimée, d'avoir jamais senti que quelqu'un lui rendait ce que elle donnait. Parce que l'amour, oui, on donne et on reçoit. C'est pas un échange à sens unique. Et c'est vrai que toi, par exemple,
même à l'adolescence, même au collège, par exemple, ces premiers instants de fleurs dans la cour de récré, tu vois, moi je me rappelle au collège, j'avais des premiers amoureux, je me rappelle d'un qui avait écrit je t'aime à la craie dans la cour, puis j'ai regardé par la fenêtre. Enfin, est-ce que toi t'as eu ces choses-là au collège, au lycée ou même pas? Mais absolument jamais, même je pense mon premier bisou c'était à l'adolescence. J'ai jamais eu de petits amoureux en maternelle, en primaire, au collège, etc. J'ai jamais eu ça. Bah, après, j'ai pas spécialement de potes. Moi, j'étais pas hyper sociable non plus. Je pouvais avoir une copine, 2 copines, mais j'étais pas, clairement pas parmi les populaires. Sachant que pour le coup, à ce moment-là et jusqu'au collège, j'étais mince / normale. C'était pas une problématique de poids. Moi, j'étais plus tournée vers moi-même. J'étais plus introvertie. J'aimais bien lire à la récré. Donc voilà, au collège, j'étais pas du tout une girly girl. J'étais plutôt garçon manqué. Mais ça m'a pas non plus aidé à me faire pote avec les mecs cool ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça m'intéressait pas non plus spécialement, je crois pas. Donc c'est pas quelque chose que je cherchais à avoir non plus. Et je traînais pas avec des filles qui étaient non plus particulièrement là-dedans. Donc c'est vrai que c'était pas forcément nos sujets de conversation, nos sujets d'attention, de se pinchiner un petit peu pour les garçons, etc. Mais que ce soit en colonie de vacances, en école, à l'école, au collège, etc. C'est pas quelque chose qui on m'a jamais demandé est-ce que tu veux sortir avec moi? Déjà à l'époque, y a un garçon sur lequel j'avais un crush, Lionel, si tu passes par là. Et je voulais sortir avec lui. Et sa meilleure amie, qui s'appelait Marion aussi, Marion P. Arrêtez d'appeler vos enfants Marion, il y a trop de Marion dans l'univers, là, ça suffit. De fou. Marion P, elle était hyper... limite, elle était là, genre non, tu dois passer par moi d'abord. Et cette méchante fille, elle m'a dit, ok, il est d'accord pour sortir avec toi. Et du coup, je suis allée le voir en mode, ah, c'est trop bien et tout. Et il m'a dit, non, mais pas du tout... Et c'était la honte suprême, quoi. Et Marion, elle s'est bien fichue de moi. Non, mais tu sais que là, on en parle en mode léger et tout, mais n'empêche que ce genre de choses, ça reste dans la mémoire et que je pense que ça forge quand même quelque chose en nous. Quand on a des rejets de ce type-là très jeunes, qui sont quand même de l'ordre de l'humiliation, ça laisse quelque chose. À ces âges-là, on construit l'image qu'on a de nous, on construit comment les autres nous perçoivent. Ça a un impact. Là, on dit ça comme si de rien n'était. Ouais. Mais ça a un impact, quoi. Ouais, ça, c'était au CM2, donc ça n'a pas aidé. Sachant que moi, que je suis arrivée au collège, j'avais 1 an d'avance et j'étais... je faisais déjà plus jeune et tout. Et la Marion P, je me souviens, parce qu'elle était déjà formée, elle commençait déjà à avoir de la poitrine, des hanches et tout. Moi, franchement, on dirait que je m'étais perdue, j'étais en mode lilliputienne. Et c'est vrai que ça a beaucoup joué. Et c'est hyper drôle parce que ma première popularité au collège, c'est justement quand j'ai mon premier rapport sexuel. Dieu merci, ce n'était pas avec quelqu'un du collège, parce que sinon, ça aurait été vraiment très compliqué. Mais tout le monde l'a su. Je sais pas comment, j'ai dû le dire avec quelques copines, et tout le monde l'a su. Et là, bizarrement, je commençais à avoir un petit peu des mecs qui me tournaient autour. Bon, après, heureusement, j'étais déjà pas dupe à l'époque, et donc j'ai dit, non, ça va pas être possible, non. Et après, je suis partie vers d'autres aventures, mais c'est le seul moment où j'ai suscité de l'intérêt. Et ça a jalonné aussi ma vie d'adolescente plus âgée, d'adulte, etc. Où le seul truc que j'avais à offrir, c'était du cul. Bon, moi, j'aimais ça, donc je me disais transaction équitable. En fait, pas tellement, hein, surtout avec un peu de recul, parce que des bons coups, j'ai un top 3, mais c'est parce qu'en fait, il y en a pas trop derrière non plus. Donc, c'était vraiment pas très équitable. Mais pour moi, c'était le seul... Et c'est horrible de parler de ça, comme d'une transaction. C'était le truc le plus facile à donner et à obtenir. Mais la suite, ce qui va derrière ou un peu l'enveloppe, c'était plus compliqué. C'est drôle que tu parles de transaction parce que finalement, ce qui t'a fait arrêter la vie sexuelle active, c'est le fait que tu ressentais que la sexualité était une transaction. Et d'ailleurs, toi, t'as un truc, on est très opposés là-dessus. On est très, très opposés là-dessus. Mais moi, par exemple, un date où un garçon ne m'invite pas pour le premier verre, c'est non. Et je ne revois plus jamais le garçon. Moi, je suis très à l'aise avec le fait que on ne fasse pas moitié-moitié et que le mec paye le premier date parce que j'estime que ça me coûte cher physiquement d'être une femme. Et oui, t'as le choix, nanana. Non, t'as pas le choix. T'as l'illusion du choix, mais t'as pas le choix de pas te maquiller, de pas t'épiler. On te fait croire que. Mais vas-y. J'arrive avec mes stars luisants au soleil, mes sourcils dans tous les sens, mes lèvres gercées, mes poils sous les bras. On verra si t'as envie de me ken ou de me pécho. J'ai un doute. Donc moi, je suis pas du tout dans ce truc-là. Le moitié-moitié ne m'intéresse pas. Si j'ai du temps libre, et vu que j'ai très peu de temps libre vu l'emploi du temps, si je vais boire un verre avec un mec, fais ce qu'il faut parce que voilà.
Toi, au contraire, t'es dans le truc de « je ne veux surtout pas qu'il paye quoi que ce soit parce que je ne veux rien lui devoir ». Et donc toi, t'as cette notion de la sexualité est un échange malgré moi, à mes dépens, qui est très fort. Comment ça se fait? Parce que t'as toujours eu ça. Toujours. Je pense que vraiment, même adolescente et tout, je voulais pas. J'étais toujours dans ce truc-là de, effectivement, je veux rien avoir l'impression de devoir. Et en vrai, j'aurais rien dû à la personne si elle me paye une pinte ou un menu C3 au japonais, quoi. Mais je voulais être ce truc-là. Je voulais être... Mais je pense après, voilà, ça va avec mon truc d'ultra-indépendance, je veux pas qu'on prenne soin de moi, où je laisse pas les gens prendre soin de moi, et surtout pas des inconnus, et surtout pas des mecs, je sais comment ils pensent, etc. Mais il y a des garçons, en effet, aujourd'hui, qui mettent beaucoup cette notion de le féminisme, l'égalité. Alors déjà, le féminisme, c'est pas l'égalité, c'est la parité, ce qui est très différent. C'est pas du tout la même chose. Et donc, t'as beaucoup d'hommes, en effet, qui se sentent quand même, je pense, gênés, qui ne savent plus comment agir dans ces cas-là. Il y a des meufs, en effet, qui maintenant pensent que faire moitié-moitié, c'est plus égalitaire. Donc je pense pas que les mecs qui partent pas directement payés aux toilettes, c'est parce qu'ils ont pas envie de t'inviter. Moi, je sais que quand la note arrive, je me mets directement dans une posture de ce n'est même pas une option, en fait. Je ne fais pas semblant de sortir mon portefeuille. C'est comme ça. Et donc, c'est plutôt au mec de se sentir mal, de se dire, ah bah, ok, il y a pas le choix, j'y vais, quoi. Et en effet, là, si le mec va au-delà de ça en disant, genre, on fait moitié, en effet, c'est que là, il y a vraiment pas envie de payer, quoi, mais bon. Ouais, je parle, moi, il y a 15 ans, 10 ans, où c'était pas du tout dans les discours de quoi que ce soit. Oui. Parce que moi, un vrai date où un mec m'invite à aller boire un verre et ensuite la note arrive, ça m'est pas arrivé depuis 10 ans, pour le coup, hein, c'est vraiment pas arrivé depuis très, 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 très longtemps. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, ça fonctionne comme ça, mais à l'époque, c'était censé être dans ce truc-là. Mais même quand la note arrive, aucun mec m'a jamais dit « laisse, je t'invite ». Toi, t'as jamais été une grande adepte des applications de rencontres, hein. T'avais un peu essayé à l'époque d'adopter un mec, etc. Mais Tinder, tout ça, quand même, ça t'est passé un petit peu au-dessus de l'épaule, hein. Il y a quelques années, quand t'habitais à Marseille, t'as retenté Tinder. Qu'est-ce qui t'avait motivé? Déjà, ça faisait combien de temps que t'étais célibataire au moment où t'as décidé de retenter Tinder? Ça faisait plusieurs années, déjà. Moi, j'étais donc dans une nouvelle ville où je connaissais vraiment pas grand monde. Et je me suis dit, bon, why not? Et puis, allez, quand même, rencontrer quelqu'un, pourquoi pas? Et toujours dans cette optique, je cherchais pas forcément le grand amour, etc. Mais voilà, je rencontrais des gens. Donc, je me suis remise à Tinder. Après, il faut savoir que sur les applis, moi, j'ai pas un succès incroyable. J'ai pas forcément beaucoup de matchs, alors que j'essaie quand même d'un peu de soigner mon profil, de faire un peu des blagues, de mettre plusieurs photos, etc., de quand même faire l'effort. J'ai pas tellement de succès. Après, c'est aussi parce que je savais que j'ai déjà vu en action les mecs, certains mecs, sur les applis de rencontre qui swipent tout. Et ensuite qui font le tri. Moi aussi, j'étais toujours dans cette posture où moi, j'envoie le premier message, il n'y a pas de problème, etc. et à ne pas avoir de réponse. Au bout d'un moment, ça vexe un petit peu quand même, surtout quand tu te trouves mignonne sur tes photos, que t'as fait, voilà, l'effort et tout. Mais tu sais que ça, je l'ai jamais expliqué, hein. J'ai jamais compris pourquoi t'avais aussi peu de succès sur les applications de rencontre. Parce qu'en effet, moi je l'ai vu, hein, t'envoies les premiers messages, il y a pas de réponse, il y a des matchs mais ils parlent pas. Alors bon, ça c'est très classique, hein. Oui. Moi, il y a beaucoup de matchs que j'avais sur les applications de rencontre où il y a jamais de premier message parce qu'on sait en effet que la majorité des hommes swipent à l'infini et qu'après ils font le tri dans les quelques matchs qu'ils ont. Donc ça, classique shit. Mais c'est vrai que en effet, je peux que constater que quand t'étais là-dessus, il y avait pas de réponse au premier message. C'est assez fou. Et c'est drôle parce que dans l'argument des masculinistes, incel, etc., il y a ce truc qu'ils adorent dire que si t'es une femme, peu importe à quoi tu ressembles. Alors, je dis pas que... Oui, voilà, c'est pas avec toi. Mais ils adorent dire que peu importe à quoi tu ressembles, peu importe si t'es mince, si t'es gros, si t'es grande, si t'es petite, si t'as des boutons ou pas, tu trouves facilement. Que tu trouves dans la minute. Donc, on peut confirmer que ce n'est pas le cas. C'est faux. C'est tout simplement faux. Oui, je pense que si effectivement moi aussi je swipe à l'infini et que j'envoie des messages à tous les matchs et que je réponds à tous les mecs qui envoient le même copier-coller à tous leurs matchs en espérant qu'il y ait une réponse, probablement que je peux coucher avec quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire quelqu'un à ce niveau-là? Je ne sais pas. Peut-être, mais à un moment... j'estime que j'ai pas des critères non plus exceptionnels, hein, parce que moi j'ai fait ma part, hein, de coucher avec des moches, des puceaux et tout. J'ai fait ma part. C'est bon dans la société, ça va. C'est vrai qu'il faut que je vous le dise. Marion, vous voyez l'Arche de Noé?
c'est un petit peu Marion. C'est très dur, et c'est très dur d'ailleurs, et je pense que là, beaucoup de copines vont se reconnaître là-dedans, mais c'est très dur quand on a une meilleure amie qu'on estime énormément et qu'on trouve merveilleuse et fabuleuse et belle et sexy et intelligente, et qui nous ramène tous les chiens errants de la casse, quoi. Franchement, j'ai eu quelques ex pas mal, bah notamment l'italien toujours, hein. Mais Ouais. sinon globalement, ouais, moi j'aime bien des profils un peu, il faut leur trouver du charme, on va dire. Alors, c'est pas tant physique. Honnêtement, moi, je trouve que quand même, tu nous as ramené des petits gars mignons. Et en vrai, il y en a eu quand même des pas mal. C'est pas tant physique, c'est plus sur l'aspect. Les mecs, c'était quoi. Enfin, c'est très dur, je pense. Et ça, vraiment, je pense que... Mais moi aussi, hein, t'as dû en voir des vertes et des pas mûres et te dire, putain, c'est quoi cette merde qu'elle nous ramène encore. C'est évident. Mais c'est vrai que ça, et je pense que ça va intéresser toutes nos copines qui nous écoutent. Quand on a une meilleure amie qui nous ramène des gars qui correspondent pas, mais toi comme moi, hein, Ouais. comment on gère, quoi? C'est-à-dire que... Bah on gère pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Parce qu'on essaye d'être poli quand même, un minimum. Et puis c'est hyper compliqué. Et je pense qu'on en reparlera après. C'est-à-dire que tu peux donner des conseils, tu peux donner ton avis, etc. Ça change pas grand-chose. Il faut que la personne elle fasse ses erreurs. Il faut que la personne elle se rende compte par elle-même. Il faut que la personne enlève ses petites lunettes roses qui embellissent tout. Tu peux pas le faire pour la personne et ça peut braquer et ça peut après poser d'autres questions plus profondes sur des sujets qui peuvent être un peu sous-jacents. Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en jeu et c'est hyper compliqué. T'as envie de protéger, mais tu peux pas non plus trop te mêler de la vie des autres. Et puis, certaines personnes sont plus ou moins réceptives. Ça dépend aussi des moments. Ça dépend. Les dynamiques changent, etc. C'est très compliqué. On le sait. On l'a vu avec des copines. On était en mode un peu intervention. Genre, non, mais là, c'est grave. Par contre, c'est pas juste un mec, un peu un loser. C'est un mec qui te fait du mal, etc. Et c'est compliqué. Et après, bon, quand tu vas encore plus loin, effectivement, quand tu rentres dans le militantisme, etc., et que tu comprends un peu mieux les dynamiques d'emprise, etc., ça peut aller très très loin. Mais même bien avant ça, il y a effectivement d'autres choses. Et puis aussi, je pense, en tant que femme, on est entraîné à tolérer un certain nombre de choses qui le sont pas. Et je parle pas seulement effectivement des violences verbales, physiques, etc., mais juste un non-respect global de ta personne, de ton environnement, de ce que t'es, de ce que t'offres. Et on est trop matrixé à tolérer tout ça, alors que c'est pas des trucs que tu tolérerais d'un pote ou d'un truc comme ça. Moi, c'est vrai que ma dernière histoire, ça s'est fini aussi parce que, en fait, ce que je lui demandais, c'est-à-dire être un minimum présent, prendre un peu des nouvelles, etc., c'était déjà trop pour lui. Alors que je dirais, mais mec, t'es même pas un bon pote, en fait. Nous arrivons sur le sujet. Le sujet. Et c'est bien parce que vous voyez, ça se voit qu'on est connectés, qu'on est meilleurs amis depuis 20 ans, parce qu'elle a senti que je partais vers ça. Récemment, tu as rencontré quelqu'un dans des conditions absolument fantastiques. Tu as rencontré un garçon dans l'avion, donc il faut bien recentrer l'histoire où on en est, où tu rencontres ce garçon-là. Ça fait donc 4 ans que tu n'as pas eu le moindre rapport physique, la moindre affection, rien. Et 7 ans, 8 ans approximativement d'une non-relation, sachant que même il y a 7 ans, 8 ans, c'était pas déjà une relation merveilleuse. Mais t'avais tenté, pour le coup, t'avais vraiment tenté. Là, tu rencontres ce garçon-là, je te laisse expliquer brièvement comment tu rencontres ce garçon-là. Alors, ce garçon-là, je le rencontre en rentrant de voyage, c'est un long courrier, et ça commence, j'arrive pour l'embarquement, on me change de siège au dernier moment, je suis là, bon d'accord, de toute façon je suis toute seule, j'arrive, il est à ma place. Donc bon, j'essaie quand même d'être encore agréable à ce moment-là, je lui dis pardon, je pense que vous êtes à ma place, etc. Et bon, il se décale, il voyageait avec 2 autres personnes, il se décale. Et je sais pas pourquoi, on commence à taper la discute, et surtout avec les 2 personnes qui l'accompagnaient, ils bossent ensemble, en gros, ils rentrent de voyage aussi, etc. Très sympathique. Et bon, le mec assez timide, quoi, on n'accroche pas forcément tout de suite, mais le fait est que pendant ce vol long courrier, quand même, bon, on se marre un peu, on dit que la bouffe est dégueulasse, tout ça, et au bout d'un moment, il commence à piquer du nez, et il s'endort sur mon épaule, quoi. Et j'étais là genre, ouais, ok, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, moi, je savais même pas s'il était mignon ou pas, et tout, je l'ai pas forcément vu, il faisait un peu noir, j'étais fatiguée, mais bon, je suis là genre, ouais, voilà, quoi. Il se réveille un peu, et tout, je suis pas sûre qu'il sache qu'il s'est endormi sur moi, et on papote un petit peu, on regarde un film ensemble, avec chacun une oreillette, et tout, et là, je me dis,
Bon, bah, c'est quand même sympa. Effectivement, je suis quand même assez près de lui. Alors, ni lui ni moi ne sommes à notre avantage. Hein. Moi, personnellement, vol long courrier, c'est gros jogo, sweet, voilà. Lui, pareil. Et je me dis, franchement, bah, plutôt sympa, plutôt mime, c'est tout. Et le temps venant, on papote, on discute, on fait des jeux sur nos écrans, tout ça. Et je sais pas, il y a un truc, et je t'envoie un message, je pense, je suis encore dans l'avion à ce moment-là, hein, j'ai pas de réseau, mais genre, pour là, quand on a l'intérêt, genre, il se passe un truc de fou, il y a un mec qui s'est endormi sur mon épaule, tout ça et tout. Et là, je sais pas ce qui se passe, je me reconnais même pas, quoi. Et en fait, je sais plus, il devait passer par chez moi. Et ensuite repartir et tout. Et je lui dis, tu peux dormir chez moi si tu veux, je suis pas loin de la gare. Non mais go, la meuf, hallucinant quoi. Et bon il accepte, hein, voilà. Pour le coup, ouais, le vol avait été parti en retard, arrivé en retard, mais genre 4 heures de retard. Donc le train que j'ai booké en retard. Ils me disent, en fait, nous, on a une voiture, on va faire un covoit jusque là, est-ce que ça te dit et tout. Et je me suis dit, franchement, vas-y, Balek. J'étais fatiguée, mais j'étais aussi dans l'euphorie du truc. Bien sûr, mais c'est normal. Je me dis, attends, en fait, je pense qu'il y avait un truc où je me dis, attends, ce truc n'arrive jamais. Et ces gars me disent, viens, on t'emmène en covoit, ça te coûtera moins cher, c'est plus sympa. Je me dis, mais pareil, ça n'arrive jamais. Je ne peux pas, en fait, ne rien faire. Je comprends. Je ne peux pas laisser passer le truc et me dire qu'est-ce qui aurait pu se passer. Parce que c'est le truc que j'ai jamais eu. Ouais, je comprends. C'est le truc que j'ai jamais eu. Et même si c'est pas un truc qui me fait rêver, d'un point de vue factuel, je sais que c'est un truc qui fait rêver. Et dans ce moment-là, moi, je me projetais pas encore. Je lui avais pas proposé à ce moment-là de dormir chez moi et tout. Et je me dis, attends, là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? C'est un truc de fou. On dirait un téléfilm M6 de Noël. On dirait un truc comme ça. Si je le fais pas, je vais le regretter. Ouais. Et peut-être que ça y est, c'est ma grande histoire. Ça y est, c'est le truc de fou. Je comprends. Peut-être tellement. Que j'y ai droit enfin. Je comprends tellement. Peut-être que c'est ça. Et donc, je pouvais pas dire, ouais, non, je vais prendre le train, je vais rentrer chez moi. Je comprends tellement. C'était compliqué de me dire, si je le fais pas, je vais regretter, je vais passer à côté de quelque chose, c'est sûr. Je pense que c'est bon de préciser aux auditrices et aux auditeurs, hein, parce que là, tout le monde n'a pas la fin de l'histoire. C'est que cette histoire ne s'est pas bien finie. Et c'est pour ça que là, tout de suite, on a un ton un peu grave, etc. C'est que cette histoire ne s'est pas bien finie et qu'à un certain point, moi, ça m'a tellement inquiété que ça a mis une forme de distance entre nous. Qu'on a toutes les deux ressenti. Mais bon, Marion et moi, on est amis depuis 20 ans, hein, donc des distances, on en a eu, on en aura d'autres. On survit à tout. Cette histoire-là, après ça, vous avez eu votre première fois. Je te laisse expliquer parce que quand même, pas dans les détails des actes, hein, mais c'est vrai que c'est pas anodin de coucher après 4 ans sans truc. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une appréhension de remettre le couvercle Carrément. Du coup, on finit par arriver chez moi. On décide quand même de prendre une douche, hein, chacun de notre côté à ce moment-là. À ce moment-là, on s'était pas du tout pécho, rien du tout. Hein. C'était... Voilà, je rendais service. On se pose devant une série et on commence à se faire un peu des petits câlins, des trucs comme ça et tout. Je me dis, bon, allez, c'est parti. Mais moi, j'en avais envie, hein, j'en avais très envie. Ah bah oui. Je pense aussi, moi, ce qui m'a permis de me laisser aller comme ça, c'est justement la rencontre, de se dire, c'est bon, on est dégueu, cheveux sales, on sent un peu le fennec et tout. Ou si j'avais eu un premier date par une autre voie, quelle qu'elle soit, je me serais sentie obligée de m'épiler, de me maquiller, de trucs, de machin, comme tu disais tout à l'heure. Et là, au moins, j'étais en mode, bon, il s'attend pas à ce que je sois épilée au carré. Lui était un peu roots aussi, hein, donc ça aurait été un peu malvenu. Et du coup, quand même, à un moment où les choses s'enchaînent, je lui dis, écoute, quand même, je préfère te le dire, ça fait un moment, plusieurs années et tout. Il dit, mais il y a pas de souci. Alors, je le dis, c'était top, c'est la norme, c'est ce qui devrait arriver. Il m'a dit, il y a pas de souci, on va à ton rythme, c'est toi qui décides, si tu veux qu'on s'arrête, on s'arrête et tout. Super, bon, finalement, voilà, hein, les choses se sont passées. Et tout de suite, l'entente géniale. Ouais, t'as pas eu d'appréhension enfin, c'est con à le dire comme ça, mais c'est vrai que quand t'as pas couché pendant, et puis, il y a le truc aussi de se montrer nu. Ouais. Tu vois, enfin, moi, il y a ce truc quand t'as oublié, quand ça fait longtemps que tu t'es pas montré nu devant un homme ou une femme selon ton orientation sexuelle romantique. Ouais, il y a pas une impression, un peu comme tu redeviens adolescente, quoi. Il y a un truc, t'enlèves tes vêtements, enfin, je sais pas. Ah, mais carrément. Ouais. Carrément. Et puis moi, j'étais un peu dans ce truc où j'ai un peu peur, mais en même temps, j'ai très envie. Et puis, il y a ce truc autour de qu'est-ce qui est en train de se passer, c'est incroyable et tout. Genre, je cherchais pas à mettre fin à cette période d'abstinence, parce que à ce moment-là, ça me manquait pas, voilà.
Mais je pense pas que ça aurait pu mieux se passer pour mettre fin à cette période d'abstinence. Ouais. Donc, on s'est hyper bien trouvés. Enfin, tout a été très naturel, pas trop de questionnements, justement. Et j'avais super peur de ça, d'appréhender, de me dire, j'ai pris du poids, je sais pas, mon avantage, que ci, que ça. Et au final, pas du tout, c'est parti. Et c'est vrai que ça aussi, ça a beaucoup joué. Je me suis sentie belle et désirable. Et ça, c'était pas arrivé depuis très 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 longtemps, puisque même mes dernières histoires purement sexuelles, je ne me sentais ni belle ni désirable. Je me sentais un trou. C'est vrai que moi, j'ai vu une vraie différence, même vis-à-vis de toi. C'est-à-dire que tout de suite, t'as commencé à te faire tes cils, t'as commencé à te racheter des vêtements plus colorés et tout. J'ai vu, en effet, tout de suite que ça t'a redonné beaucoup plus confiance en toi, que t'étais beaucoup plus sociable, beaucoup plus... Moi, j'ai senti une différence. Au début, je me suis dit, c'est fantastique, quoi. Ouais. Enfin, j'ai senti une différence immédiate, quoi. C'était... tu me parlais plus de ton poids, tu me parlais plus de régime, tu t'avais envie de t'acheter des couleurs et tout. Enfin, c'était vraiment, en l'espace de 24 heures, c'était le jour et la nuit, quoi. Ouais. Mais ce qui est dramatique, parce qu'on va pas me raconter tout... mais ce qui est dramatique, c'est que en fait, et ça c'est mon regard de l'extérieur, et je sais que quand on vit de l'intérieur, on ne vit pas, mais il y a eu un événement qui a fait tout basculer, et je t'ai vu sombrer. Ouais, bah c'est qu'en fait le poids était un souci pour ce mec-là, et c'était pas clair au début, on était ensemble, on n'était pas ensemble, comme quand il est parti la première fois, je crois qu'il était resté au final quand même 2 jours chez moi. Je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'aimerais bien te revoir et tout, et j'ai senti un peu un malaise. Mais j'étais là, genre, bon, bah écoute, tant pis, mais au moins j'ai dit ce que j'avais à dire. Franchement, moi, les postures de je te fuis, je non, c'est bon, en fait, j'ai la flemme, j'ai envie de, je te le dis, tu prends pas, mais au moins, il n'y a pas de problème. Et au début, t'es là, genre, bon, au final, c'est reparti, et à un moment, quand même, il me dit... Alors c'est un peu compliqué, ça parle d'un film qu'on aimait tous les deux. Il comparait mon surpoids à la malédiction de Sophie dans le château ambulant. Donc ceux qui ont la ref auront la ref, et sinon, voilà, un peu compliqué. Mais en gros, il m'a dit, je peux pas te demander de perdre du poids, mais j'ai l'impression d'être dans cette situation-là, et j'ai pas l'habitude. Donc moi, je l'ai insulté, je l'ai traité de tous les noms. Il y avait autre chose dans ces messages-là qui était assez dur, moi, que j'avais trouvé... Alors il y avait cette notion où il disait, je peux pas te demander de perdre du poids, qui est quand même assez claire, avec tous les arrondissements d'angle que tu peux, le message est assez clair. Mais il y avait à la fin de ces messages, moi, quelque chose qui m'avait beaucoup choqué. Il parlait de toi comme une to-do list. C'est-à-dire qu'il disait, t'es la femme que j'ai demandé à l'univers, tu es douce, tu as un beau visage. Tu as un beau visage. Tournure de phrase extrêmement violente. On sait ce que ça veut dire. Tu es douce, tu as un beau visage et tu es rigolote, ou en tout cas quelque chose de cet acabit-là. Ouais. Donc c'était l'ensemble du message qui donnait un truc quand même... Il y avait ce truc du poids, et puis il y avait cette to-do list de t'as un beau visage et puis t'es rigolote en plus. Donc, et en plus tu t'occupes bien de moi, quoi. Et c'est là où on arrive dans un truc qui pue la merde. C'est que tu l'as pardonné. Ouais, je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi. Parce que je l'ai lâché, je l'ai insulté de tous les noms, je l'ai bloqué, etc. Et il s'est battu. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai replongé. Parce que personne s'était jamais battu pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, le lendemain, moi j'avais déjà prévu de passer quelques jours ailleurs. Et en fait, je reçois dans l'après-midi un coup de fil d'un numéro inconnu, et qui me dit « Je suis le frère de X, il est devant chez toi. » Et il essaye de te joindre, ça fait 2 heures qu'il est là. Et je suis là genre, pardon, comment ça? En fait, il m'a un peu raconté de quoi ça parlait, blablabla. J'étais là genre, et donc il demande à son frère et tout. Et je savais plus quoi faire. Je me dis en fait, bon, il a fait de la merde, mais non seulement il le sait, sachant qu'on, c'est important à présent, on était un peu à distance aussi. Et le gars, il s'est pointé chez moi, il est en train de gratter à ma porte et de pleurer sur mon paillasson, quoi. Genre, qu'est-ce qui se passe? Et au début, j'ai dit non, je veux pas. J'ai expliqué au frère que le pauvre qui ne savait pas de quoi ça passait. Complètement ubuesque. Et c'est pour ça que j'ai recraqué. Parce que personne n'avait jamais fait ça pour moi. Ouais, je comprends. Personne. Et là, je me suis dit, ok, il a fait de la merde. Je lui ai dit qu'il a fait de la merde. Voilà, il le sait. Mais il se dit, c'est trop bête, je veux pas que ça s'arrête, blablabla.
J'ai fini au bout de 2-3 jours à le débloquer et à lui reparler, et lui dire voilà, tu as vraiment fait de la merde de l'argent en travers. Il dit mais c'est bon, je le sais en fait. J'ai demandé conseil à mes collègues, à mes frères, à mes trucs, à mes machins. Je suis trop con de m'arrêter à ça. C'est vrai qu'avant, j'ai sorti qu'avec des filles ultra minces et tu correspondais pas forcément à mon idéal. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas important. Et patati et patata. Il t'avait dit, tu m'as fait changer d'avis. Ouais, bah oui. Ouais. Vraiment, s'il y a des hommes qui nous écoutent, arrêtez de nous traiter comme des bouts de viande et comme des corps. Et on n'est pas, enfin, en fait, notre corps n'est pas une option, en fait. Si vous n'aimez pas les personnes grosses, vous avez le droit de pas aimer les personnes grosses. Si vous n'aimez pas les personnes minces, vous avez le droit de ne pas aimer les personnes minces. Mais ne faites pas peser ce poids de vos constructions sociales sur les personnes que vous rencontrez. Si vous tombez amoureux d'une femme qui ne correspond pas aux femmes avec qui vous êtes sortis habituellement, ne rentrez pas dans ces trucs de « tu m'as fait changer d'avis ». Arrêtez de considérer qu'on est juste une enveloppe, en fait. C'est si vous tombez amoureux de quelqu'un, c'est parce que vous avez des sentiments, parce que vous avez des atomes crochus, et arrêtez de faire peser ce poids-là sur les épaules de vos partenaires sentimentales, quoi. Ouais. Et du coup, je me suis dit bon, il a compris, il a changé d'avis, et par contre, à ce moment-là, je lui dis très clairement, bon, en fait, soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble, et moi, voilà ce dont j'ai besoin. D'attention, de petits messages, voilà, je lui dis, je suis pas relou, je veux pas des cadeaux à 1000 boules, je veux pas, voilà, tu fais tes trucs, il avait ses projets, Ouais, tu voulais quelqu'un de présent. Donc voilà, je lui dis, je comprends qu'on se voit pas toutes les semaines, je comprends que s'il y a pas de problème, mais je veux quand même que tu sois présent. Oui, mais je suis pas très message, donc on a trouvé un compromis, on s'appelait en visio, etc. Et au début, ça fonctionnait. Voilà, moi je lui ai dit en gros, voilà le plan, voilà ce que je te laisse, voilà moi comment je vois ma vie dans le futur. Ça, c'est un sujet aussi. Lui, il voulait des enfants, et moi, j'en veux pas. En fait, moi, je lui ai dit texto que je voulais pas d'enfants, lui il a dit qu'il se voyait avec des enfants, mais comme plein d'hommes de la trentaine, il s'était jamais vraiment posé la question, en fait. Et il bossait déjà avec des enfants et tout, et donc il se disait, bon, voilà. Et effectivement, par contre, au bout d'un moment, vers la fin, cette histoire aura duré 6 mois en tout et pour tout, ce qui est pas non plus énorme. Ce qui est pas mal quand même. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, mais en fait, on s'est pas forcément beaucoup vu. On a dû se voir moins de 15 fois peut-être pendant toute cette période-là. Et en fait, effectivement, il me l'a remis dans la gueule. Oui, mais de toute façon, je suis pas prêt à faire ce sacrifice, etc. Mais c'est-à-dire que si moi, j'avais pas lancé cette engueulade du fait de ton manque d'attention pour d'autres choses, en fait, combien de temps ça aurait pu durer d'être comme ça, et que toi ça te travaille, toi ce truc là tu t'y penses et tu me le dis pas, donc en plus t'es lâche. C'est clair. Et surtout que moi j'étais très claire depuis le départ, mais je pense que comme beaucoup de gens, parce que je pense que c'est pareil pour les femmes dans des situations, se dire il ou elle va changer d'avis, même si je voulais des enfants, c'est clairement pas le père idéal, donc mais tu me disais, je lui ai dit aussi, voilà, au moment où il me remettait ça dans la face, je lui ai dit mais mec, même si on voulu des enfants, c'est pas toi qui serais dans la liste, donc voilà. Mais oui, c'est vrai que par contre avec lui, ils se sont réveillés, te dire, moi qui n'ai pas spécialement envie de me marier, je me serais dit on pourrait faire un mariage sur le thème Seigneur des Anneaux, voilà, et je me suis dit pourquoi pas. Et effectivement, moi j'ai cette idée plus tard d'avoir une soirée à la campagne, etc. Et lui, quand on parlait de trucs comme ça, il me dit moi j'aimerais bien avoir un dojo à la campagne et tout. Et je me suis dit ah putain, ça match. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est aussi moi des décisions que j'ai envie de prendre dans ma vie, que j'imagine seule. J'ai pas envie, parce qu'il y a des concessions, parce que je me sens pas prête à faire ce type d'investissement avec quelqu'un, forcément je l'ai rencontré il y a pas longtemps, etc. Parce que j'ai une vision assez précise de ce que je veux, et que il faudrait voir avec la version précise qu'a une autre personne. Mais là où je me suis dit ça match, et c'est rare de trouver, ça me semble rare de trouver quelqu'un avec qui potentiellement ce genre de truc peut matcher, et donc je me suis dit oui, pourquoi pas plus tard. Là, je sais aussi qu'il était pas le mec s'occupe à peine de son administratif, il était tout le temps en galère de thunes, etc. Ce n'était pas It's a troubadour. C'était un troubadour, ce n'était pas la bonne personne à l'instant T. Mais c'est vrai que ça a réveillé des trucs chez moi, mais au point que j'en rêvais. Tu vois, par exemple, j'ai rêvé de notre mariage. Et moi, déjà, je rêve pas. Ouais, c'est vrai. Je m'en souviens pas. Ouais, c'est vrai, ça. Et j'ai jamais rêvé de mariage. Ça a jamais été des trucs. Même quand on était jeune, 20 ans, etc., ça a jamais été des trucs. Voilà. Jamais. Et en fait, c'est tout ça réuni où je me suis dit, tu sais, mais j'étais partie un peu dans le truc, genre, il y a des signes, quoi. Tout se passe comme ça doit se passer, puis il y a des signes, et c'est moi qui veux. Et effectivement, c'est pas là, c'est pas tout de suite. J'allais pas m'enfuir avec lui, je sais pas où.
Mais je me suis dit, ça doit se passer comme ça. Et ok, il va falloir faire des concessions. Ok, il y a des trucs qu'il va falloir changer parce que là, en l'état, c'est pas possible. Mais peut-être ça peut marcher. Et c'est pour ça que j'ai toléré beaucoup de choses. Mais au bout d'un moment, c'était plus tolérable parce que, mec, je te demande juste, en fait, je suis malade, de m'envoyer un message le lendemain pour me dire comment ça va. Il y a une question qui est intéressante dans tout ça. Alors, pour les copines et les copains qui nous écoutent, c'est un épisode très différent de d'habitude, clairement. Mais il y a une question qui est intéressante là-dedans, c'est que moi, du coup, je t'ai vu partir dans une relation qui te faisait beaucoup de mal, c'est-à-dire que je t'ai vu décrépir petit à petit. Je t'ai vu avoir un grand up, prendre énormément soin de toi, devenir hyper sociable, très joyeuse, très drôle, et puis d'un coup, je t'ai vu redescendre, me parler. Tu commences à me parler de ton poids, parce que comme il y avait eu des remarques sur ton poids, tu commences à me dire oui, je vais manger plus que ça le soir pour perdre du poids et tout. Je me suis dit, oh là là, putain, dans quoi elle part. Et ça, c'est intéressant. Je pense que plein de copines ou de copains qui nous écoutent ont dû se retrouver dans des situations comme ça, où on a une copine qui sombre dans quelque chose qui est très mauvais pour elle, et en face, on se retrouve en face et on sait pas quelle attitude adopter. Est-ce qu'il faut être là? Est-ce qu'il faut dire à la personne t'es en train de sombrer dans un truc qui est très mauvais pour toi? Toi, de toute façon, dans ce moment-là, t'avais complètement des œillères et tu voyais pas vraiment j'allais dire la toxicité, mais c'est pas exactement ça, mais le mauvais qu'il y avait dans cette relation-là. Est-ce que tu penses que pour te sortir de ça plus rapidement, moi ou d'autres amis, on aurait pu avoir une autre attitude pour t'ouvrir les yeux? Je pense pas. Je pense que moi, j'étais quand même en partie consciente. C'est-à-dire, je vois bien qu'en 6 mois, j'ai plus pleuré que les 6 années précédentes. Et que moi, j'aimais pas être dans cette posture-là, en vrai, d'être vulnérable, de me sentir un peu à la merci de ce truc. Après, même avec le recul, je pense pas qu'il était méchant. Je pense pas qu'il était toxique, etc. Mais juste, il savait pas faire. Et c'était pas le bon moment pour lui. Et on n'était pas compatibles, au final, sur les trucs que je pensais. Et voilà. Mais je le voyais quand même et j'avais envie d'y croire, j'avais envie de ce truc parce que ça me ramenait aussi au truc. Ok, donc définitivement, l'amour, c'est pas pour toi. Tu mérites pas. Tu n'auras jamais ça. Peu importe si la rencontre, elle est magique, que tu te dis, putain, c'est le genre de truc que t'as... Franchement, à la limite, peut-être que je me suis dit, j'ai envie d'avoir des enfants juste pour leur raconter, en fait. Juste pour leur raconter que c'est quand même un truc de fou. Tu le racontes à des potes, à des collègues, tout le monde a genre, mais ouais, mais c'est magique, mais ça n'arrive jamais, c'est incroyable. Et de me dire, ok, en fait, cette histoire est merdique. C'était me dire, définitivement, malgré les circonstances de folie, c'est pareil, personne va faire l'effort pour toi. Il a été capable de faire 2 fois des grands gestes. Venir chez moi quand on s'était engueulé, et une autre fois où j'avais mis... Parce qu'en fait, oui, ça a duré 6 mois, il y a eu 2 ou voire 3 pauses. Et une autre fois, il m'a joué au piano la BO de ce film, du Château ambulant. Je me rappelle de cette histoire, putain. Qui fait ça? Qui fait ça? Alors qu'on s'était dit, c'est bon, on s'arrête. À ce moment-là, c'était en bon terme. Et moi, j'étais genre... J'ai pleuré toute l'âme de mon corps. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce que tu me fais, là? Pour moi, c'est une déclaration d'amour. C'est la chanson, je l'ai dit à personne, mais si je me marie, je veux faire ma première danse sur cette chanson. Et il me l'envoie, je lui ai rien demandé, il le fait, en fait, depuis qu'on s'est rencontrés, je m'entraîne pour la prendre. Et évidemment que moi j'y ai cru. Évidemment, j'ai même pas droit à des fleurs dans mes autres relations. Et là, le mec, il apprend pour moi un morceau au piano. C'est le genre de truc, mais dans une comédie romantique, tu dis, putain, c'est un peu cheesy quand même, c'est abusé, ça n'arrive pas. Bien. Et là, ça m'arrivait, donc j'avais envie d'y croire. J'ai eu envie d'y croire. C'est et mettre fin à ça, c'est me dire, c'est même pas que je veux pas, je veux. J'ai essayé. Je me suis laissée aller, je me suis livrée, j'ai ouvert mon cœur, je savais même pas que j'en étais encore capable. Et tout ça pourquoi? Pour un mec qui est même pas capable de m'envoyer un message par jour. C'est pathétique. C'est pathétique. Mais sauf que non, oui, toi tu dis, lui est pathétique. Moi, je me dis, moi, je suis pathétique. Non. Alors, non. D'y avoir cru et de croire encore à ce genre de conneries. Non, je veux surtout pas ça que... Je veux surtout pas que t'entendes ça. Bien sûr que t'as pas été pathétique. Je pense que c'est... moi, tu m'as vu aussi dans beaucoup de relations tout à fait toxiques. Et accepter des choses tout à fait anormales. Je pense que en plus de là où on vient toutes les deux, où on a manqué beaucoup d'amour, on a manqué de structure, de soutien, etc.,
c'est normal. Je comprends tellement ce que tu me dis parce que tu mérites infiniment de rencontrer quelqu'un. Visiblement, il y a quelqu'un quelque part qui a décidé que non. que non. Donc, moi, c'est ça aussi, c'est que je me suis surprise moi-même à me laisser aller, à me dire, allez, j'essaye, j'y crois. Moi, je suis pas dans ces trucs-là. Moi, je crois pas forcément au destin, au signe de l'univers, aux trucs comme ça. Voilà. Mais là, tout ça qui est arrivé, coup par coup et tout, je me dis, ok, peut-être que c'est vrai, en fait. Peut-être que c'est possible. Et j'essayais. Et il y avait effectivement ces grands gestes, qui sont des grands gestes romantiques, malgré tout. Et je me dis, putain, personne n'a jamais fait ça pour moi, mais ni pour moi, ni pour personne de mon entourage, ça n'arrive pas. Et ça m'arrive moi. Et j'y crois pas, en fait. Je me dis, ça y est, je suis enfin l'héroïne de ma propre vie, et enfin, ça arrive. Et je veux pas y croire parce que je me dis, mais c'est fou parce que c'est pas quelque chose qui me fait rêver, c'est pas quelque chose que j'ai provoqué. Et en fait, non, c'est une histoire bancale comme 12 000 autres, et avec un mec qui est pas capable de jeter ses poubelles, avec un mec qui est pas capable d'envoyer des messages. Et donc quoi ? C'est quoi la leçon de tout ça ? Ça va être une leçon qui est pas de l'ordre de l'amour, mais moi ce que j'ai vu c'est que, et je pense que c'est ça qui t'a fait aussi beaucoup de bien dans cette relation, c'est que ça t'a reconnecté à une vie sociale. Mais c'est que je t'ai vu refaire des activités, je t'ai vu ressortir, et je pense que c'est est-ce qu'il y a des leçons à tirer de tout ? Je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. Mais moi, j'ai vu, par contre, là-dedans, ouais, que t'étais beaucoup mieux en tant que personne et en dehors de la notion de l'amour parce que t'avais des activités. Toi, après cette histoire, est-ce que tu te sens prête à réessayer de rencontrer quelqu'un ? Non. Pas activement. Pas chercher à rencontrer quelqu'un. Chercher, ouais. Après, le fait est que quand je sors, parfois je rencontre des mecs que je trouve mignons, etc. On papote pas, peu importe. Bah, ils sont tous maqués. Ça, c'est vrai. Oh, alors ça, c'est vrai, putain. Donc, en fait, même si je le voulais, compliqué. Chaque mec qui me plaît, j'essaie de me renseigner auprès de collègues, auprès de potes. Alors, et puis dès que je lui parle, ouais, donc avec ma meuf, allez, niquez vos morts. Niquez vos morts. Non, je continue de leur parler, je suis sympa, mais. Ah bah oui, moi aussi. Même, bon. c'est-à-dire que même là, depuis, donc ça va faire 6 mois, un peu moins, 4-5 mois que ça s'est terminé. Bah voilà, je suis retournée à des soirées, des trucs comme ça. Bah, je me dis, même moi, j'aimerais bien recoucher avec quelqu'un, peut-être, ça m'a repris un peu. Bah, je peux pas. Mais alors, du coup, tiens, parce que tu te sens reprête à coucher avec quelqu'un, c'est vrai que ça, du coup, là, on est parti dans notre thérapie de couple, parce que vraiment, Marion et moi, je peux vous le dire, on est un couple, hein. Tout le monde pense qu'on est en couple, littéralement. Hein, tout le monde pense qu'on est lesbiennes ensemble. Je pense que tous les mecs avec qui on a été en couple avaient vraiment des problèmes avec notre relation. C'est sûr. On s'est un peu calmé là depuis quelques mois parce que juste j'ai adopté une nouvelle vie qui est très compliquée, mais avant on s'écrivait le matin, bonjour mon amour, comment vas-tu, le soir, bonne nuit ma chérie, faites beaux rêves. On a une relation de couple. Et c'est vrai que pour un homme, trouver prendre sa place et surtout être à la hauteur. J'ai envie là d'insérer une partie de être à la hauteur. Non, mais en vrai, l'une pour l'autre. Moi, c'est-à-dire que, par exemple, typiquement, tu me dis, je viens de voir à Lyon, je dis, on réserve le petit restaurant de fruits de mer où on était la dernière fois. Mais tellement. Et en fait, je le fais. Tellement. Alors qu'un gars, tu lui dis, j'aimerais bien faire un truc un peu sympa. Putain, mais faut te lever tôt pour c'est vrai, mec, non, mais c'est vrai que, en tout cas, je sais pas si on aura du succès dans nos histoires d'amour, toi et moi. Moi, je suis vraiment prête à prendre le mur beaucoup de fois dans la gueule. Donc, je pense que je vais encore tenter quelques fois. Toi, je sais que le mur, tu le tiens vraiment très loin et que t'es en mode genre, je vais détourner le mur. Moi, je suis là genre, go, allez, je me prends un mur. Ah, c'était pas le bon encore. Donc, je nous souhaite quand même de trouver l'amour, mais quand même, entre nous, là, on a beaucoup de chance, c'est qu'on s'est trouvés toutes les deux, et que mine de rien, on a été, ça fait 20 ans qu'on se connaît, qu'on a été une famille, qu'on a été des amoureuses, qu'on a été des psys, qu'on a été aussi des pires ennemis, qu'on a été tout en 20 ans, et que notre amitié, quoi qu'il arrive, est absolument indestructible. C'est un délire, je pense même qu'on pourrait encore se mettre en froid pendant X temps et se retrouver, et se reparler comme si de rien n'était. Enfin. Donc finalement, la conclusion de cet épisode-là, qui est très différent des autres, c'est que l'amour, une fois de plus, c'est pas que l'amour romantique. Bien sûr, mais moi c'est pour ça, moi je me sens pas seule dans ma vie. Voilà, moi je sais que peu importe l'homme qui rentrera ou non dans ma vie, ou peut-être la femme qui rentrera dans ma vie, si j'ai des enfants ou pas, je sais que j'ai
une âme sœur, que j'ai un amour éternel et que c'est toi et que on vient de passer un truc très compliqué ce week-end encore et que on n'a peut-être pas trouvé l'amour, on n'a peut-être pas eu de famille, mais on est des âmes sœurs, quoi. Ouais. Mais toi aussi, c'est pareil. C'est pour ça, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que ça me manque pas ou quoi que ce soit. Moi, je suis très entourée dans ma vie. J'étais toi, évidemment. J'ai d'autres amis fidèles depuis hyper longtemps, etc. Moi, j'ai un truc, j'ai des gens autour de moi très solides sur qui je peux compter, etc. Donc, un mec, une relation amoureuse, c'est pas... Ça pourrait être un bonus, comme dit Cher, en fait. Ça pourrait être le dessert, ça pourrait être le truc, mais... j'en ai pas besoin, quoi. Pour ma vie quotidienne, ça va. Je vais poser une étagère, je vais ouvrir un bocal. Il y a plein de mecs qui sont là en mode, qui va porter tes courses? Moi, je peux porter mes courses moi-même. Hein. Question de merde, qui va porter tes courses? C'est pas ridicule. On s'est posté porter un sac, quoi. Et moi, ça, j'ai de la chance, c'est que je sais pas poser l'étagère, mais je tais toi. Et toi, tu sais poser les étagères. Donc finalement, on se complète bien, l'une et l'autre. Question que je pose à tous mes invités pour 2024, qui approche à grands pas. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite d'un point de vue sentimental? Alors, à noter, 2024, ça va aussi être l'année de mes 35 ans. Donc, et en ça, termes c'est important de bilan, gros bilan, ça va être quand même, je pense, je suis un peu détente là, mais je pense que ça va un peu me casser la gueule le jour J. Honnêtement, pas grand-chose. J'ai pas du tout envie de me focus là-dessus cette année. J'ai envie de me focus sur les rêves que j'ai envie de réaliser. Et aucun de ces rêves... à part ceux que j'ai quand je suis avec ce type-là, qui sont jamais revenus d'ailleurs. Hein. C'est plus, me focaliser sur moi, vraiment me trouver, parce que bon, c'est un autre sujet, j'ai pas jamais trop pris le temps de me trouver moi. Donc peut-être tomber amoureuse de moi-même, au final. Oh. Bon moi du coup, je rajoute toujours un truc maintenant, je demande aux invités qu'est-ce qu'ils veulent que l'on souhaite, mais finalement moi je rajoute toujours qu'est-ce que je leur souhaite. Moi je te souhaite des orgasmes. Des orgasmes. Ah, mais ça, c'est bon, il n'y a pas de problème, je suis bien équipée. Mais des orgasmes partagés. Je te souhaite aussi de fouetter des hommes. Oh, ça peut se faire. Ça peut se faire. Merci beaucoup, Marion, pour cet épisode très émotif. Ouais. On peut dire qu'on aura beaucoup pleuré ce week-end, l'une et l'autre. Ouais. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez ce qui s'est passé ce week-end. Donc, en tout cas, au moment où vous l'écoutez, ça s'est pas passé ce week-end, mais au moment où on l'a enregistré. Je vous dis merci beaucoup. Merci Marion. On se retrouve peut-être bientôt dans un autre épisode. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode ou les autres épisodes, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Spotify, Apple Podcast, voire même un petit commentaire pour nous dire que nous sommes fantastiques. Si vous aimez les versions filmées, il y a une version filmée sur YouTube. Merci beaucoup de me suivre dans cette aventure. Bonne soirée, bonne journée et vive le féminisme. Ouais.